Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 4 décembre 2015. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, il y a 4 ans, jour pour jour, inopinément, sur un coup de tête, je débutais cette série de vidéos. J'en ai fait au-delà de 1100, je ne les ai pas comptés. J'en ai fait très peu en 2015 et en 2012 et en 2013 et en 2014. J'ai été très actif jusqu'à un moment imprévu, complètement imprévu dans ma vie, mais tellement attendu, l'avènement de l'amour avec un grand A. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler. Ce n'est pas de ce quatrième anniversaire de ma présence sur YouTube, mais bien plutôt de la journée que j'ai eue avant-hier en compagnie de mes amis métis. Alors je vous raconte brièvement et je vais en profiter pour réfléchir un tout petit peu à voix haute avec vous sur ce que ça peut bien vouloir dire être un métis. Et ce métissage-là est ce qu'il y a de plus refoulé dans l'inconscient collectif des Québécois. C'est tellement énorme que si on en prenait conscience de cette légitimité à être sur ce territoire, légitimité qui nous est contestée sans cesse, sans relâche. Alors, je vous résume un peu l'affaire. J'ai pris conscience de ça. En fait, on m'a fait prendre conscience de ça, de ce fait, de cette lointaine mais réelle ascendance amérindienne, il y a plus de 25 ans, lorsque mon père, que je n'ai jamais connu, est entré en contact avec ma sœur et moi pour nous annoncer cette étonnante nouvelle de notre ascendance. Mon père, lui, le savait depuis toujours. Il l'a écrit au début des années 70. Au début, oui, des années 70, deux ou trois livres, deux en tout cas assurément sur le sujet, recensant des contes d'Amérindiens et des contes de coureurs des bois, dont celui-ci, conte de la lièvre, on y voit un coureur des bois. Nous aurions, dans ma généalogie, 9 coureurs des bois, qu'on appelait également des voyageurs. Ce qui est assez étonnant, vu que le nom de ma librairie, c'est le livre voyageur. Comme quoi l'inconscient parle et parfois aussi on n'en est pas conscient de cette parole qui jaillit inopinément, malgré nous. Alors sans faire exprès, j'ai donné au nom de ma boutique le nom des, des premiers, des coureurs des bois. Alors, ça s'était plutôt mal passé au début des années 90, des retrouvailles. Une famille éclatée, une famille morcelée, une famille comme il y en a de temps, avec des zones d'ombre, des non-dits, des silences qui se perpétuent de génération en génération, des secrets bien enfouis et qui tout à coup apparaissent lors de crises, lors d'événements. Alors, ma famille n'en est pas exempte, vous en doutez bien. La vôtre non plus, j'en suis bien certain. Quoi que vous en disiez. On met beaucoup d'efforts à. On met beaucoup, enfin, beaucoup d'entre nous mettons beaucoup d'efforts à offrir une image lisse, sans aspérité, une image idyllique, afin de dissimuler nos difficultés à exister, nos difficultés d'être, qui sont inhérentes à la condition humaine, qui est merveilleuse, mais qui est parfois bien difficile. Alors donc, début des années 90, j'ai pris, on m'a fait prendre conscience de ce métissage-là. Et j'ai retrouvé mon père, et j'avais enfoui ça, jugeant qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de filiation. Il n'y avait pas de filiation me conduisant à ce fil-là. Je savais bien que ma grand-mère paternelle avait des choses assez étonnantes dans son histoire de vie. C'est assez étonnant, une grand-mère qui possède une arme, une 303, une grand-mère qui avait un shack, une cabane dans les bois, une grand-mère qui était vraiment une vraie sauvagesse dans tous les sens du mot. C'est assez étonnant. Je l'ai rencontrée une seule fois, ma grand-mère. J'étais adolescent. Je voulais savoir d'où je venais, c'est-à-dire du nord de l'Ontario, et où le métissage était fort répandu. Mais ce que j'ai appris, donc je reviens
Donc, il y a 2 jours, je suis allé à Saint-Gabriel de Brandon enregistrer une émission de télévision qui va passer dans des télés communautaires et dans des télés régionales. 12 émissions portant sur le métissage. Et j'étais en compagnie de Jean Morissette et de Camille Sanson, le chef de ma tribu. Et nous avons parlé pendant 1 heure de Louis Riel. Alors, ça m'a donné l'occasion de revisiter Louis Riel. Et mon admiration pour Louis Riel, qui était déjà grande, n'a cessé de grandir. Un poète immense. À mon avis, je le dis tout net, probablement le plus grand poète que l'Amérique a jamais porté. Parce que des poètes qui libèrent un peuple, enfin, il l'a libéré, son peuple. Aujourd'hui, ce peuple-là est dispersé. Ce peuple-là voit ses droits bafoués. Mais sa mort, en novembre 1885, eh bien, reste présente à l'esprit. Reste bien présent à l'esprit. Et quand on imagine aussi que son exécution, eh bien, parce qu'il avait mené une insurrection armée qui avait échoué. Il faut dire aussi que le gouvernement canadien y avait mis toute la gomme, équipement sophistiqué, un nombre considérable d'hommes déterminés à en découdre avec cette tribu. Eh bien, des tribus amérindiennes avaient accompagné le chef métis dans sa rébellion. Et il a été pendu avec les chefs amérindiens. Alors, s'il y en a qui doutent du fait que bien, les Métis et les Indiens ont été des frères, c'est assez navrant. Et là, ce qui m'a révélé, Claude Sanson, parce qu'il nous a raconté toutes sortes de choses, notre chef, comment il fabriquait des tambours, comment on lui fournissait des têtes de bison, et comment il les dégageait de la peau. Alors, il nous racontait qu'il plongeait dans de grandes bassines d'eau bouillante, des têtes de bison. L'odeur qui en exhalait était absolument épouvantable et que le cerveau fondant formait une épaisse sauce grisâtre et que la boîte crânienne se défaisant, se déchaussant, si je peux dire, se défaisant, eh bien qu'on y trouvait au fond, eh bien les dents. Et que cette boîte crânienne du bison, boîte crânienne, c'est un assemblage qui tient par les nerfs, qui tient par les nervures. Alors quand ça se défait, quand les nervures se dissolvent, eh bien la boîte au complet se défait. Alors il faut la réassembler. Alors il fabrique donc il refait les crânes. Alors là, il les peint, il nous expliquait la technique. De même que les peaux. Les peaux nous expliquaient que les anciens Amérindiens accrochaient au fil des rivières les peaux et l'eau les tannait. Alors l'eau, dans son mouvement, eh bien, arrachait les poils qui se répandaient et la peau finissait par être tout à fait lisse, tout à fait inodorante également, parce que le tannage de peau, l'odeur, elle est pestilentielle. Alors avec ceci, il fabrique des tambours et les communautés indiennes font appel à ses talents pour, pour transmettre l'art du tambour. C'est tout un art, il faut fabriquer son propre tambour, il y a des règles et il y a aussi un exercice spirituel, un exercice poétique qui accompagne la fabrication du tambour. On ne fabrique pas des tambours en série, on ne les fabrique pas impunément non plus. Il y a tout un rituel. Et on doit être branché sur les sources de la terre. Alors, c'est assez curieux pour moi de me retrouver en compagnie de d'autres vieux métis qui eux-mêmes m'expliquaient comment ils avaient vécu cette découverte-là de soi-même. Des choses qu'ils ne comprenaient pas sur eux. On peut avoir vécu très longtemps et avoir d'avoir des zones de soi-même qui sont très, très en friche, très inexplorées.
et que d'apprendre cette ascendance-là amérindienne, eh bien, replace les choses dans son contexte. On comprend soudainement des choses, pourquoi on aime telle chose, pourquoi on a des répulsions pour telle chose. Ma propre sœur, dont l'appartement, très très modeste appartement, eh bien, les murs sont couverts d'objets amérindiens et ma sœur n'est pas en phase avec ce monde moderne. Elle est perpétuellement en révolte, elle est perpétuellement indignée des injustices. Elle ne s'en accommode pas. Et de découvrir, elle me disait récemment qu'elle se sentait davantage indienne que québécoise. Mais être québécois, c'est probablement appartenir aussi à cette tribu spoliée. Il m'arrive de penser aussi que les métis du Manitoba et de la Saskatchewan, on les a combattus sans relâche. Et de la même manière qu'on nous combat, nous, sans relâche, dans notre désir d'aspiration, d'indépendance. Et que pour finir, on semble trouver le repos dans l'effacement. Alors, journée étonnante, Ismène Toussaint, l'historienne, devait se joindre à nous, mais elle a eu un empêchement. Et je dois ici avouer que nous avons été assez ébouriffés dans nos commentaires, car étant d'authentiques métis, eh bien, nous allons dans toutes sortes de directions. Nous manquons de cet esprit cartésien qui nous aurait bien servi si Ismène Toussaint avait été parmi nous. Elle nous aurait bien recadré, je pense. On l'a regretté, en tout cas moi je l'ai regretté, j'aurais bien aimé la rencontrer. J'ai lu les livres qu'elle a consacrés à Louis Riel. C'est une immense réaliste. Le travail qu'elle fait, eh bien, il est majeur, il est fondamental. Nous sommes heureux de la compter parmi nous et de la considérer comme l'un des nôtres, l'une des nôtres. Alors voilà, je vous remercie d'être avec moi. Cette filiation-là, ah oui, dernière chose. Ce que me révélait Claude Sanson, c'est qu'il y avait beaucoup de métis dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve et dans le quartier Centre-Sud, quartier dans lequel je suis né, que j'habite toujours. Et je me rappelais qu'enfant, c'est vrai qu'il y avait des métis. Il y en avait même une dans notre classe. On l'appelait la métisse, tant elle était typée. Et bien souvent, elle était l'objet de colibets, d'attaques. Car nous-mêmes, membres du ghetto Mohawk, eh bien, projetions sur elle notre propre identité mal assumée. Et je repense à toute cette atmosphère de pauvreté, forcément. Les métis, dans quel quartier pouvaient-ils habiter si ce n'est que des quartiers pauvres? Et je me souviens qu'enfant, quand tu disais de quelqu'un qu'il était un métis, eh bien, tu disais qu'il était moins que rien. C'était à peine un être humain, un honnête. Je comprends le ressentiment, la colère, Claude Sanson, qui a gardé bien présent à l'esprit ces choses-là, qui lui a eu une filiation, contrairement à moi, mais cette filiation-là m'a été donnée par les livres publiés de mon père. On pourra y revenir là-dessus, de cette importance-là, d'avoir eu un père poète, un père ethnologue, ils n'ont pas peur de le dire, qui a pris soin de conserver la parole des anciens. N'est pas rien, n'a pas été rien, n'a pas été quelque chose d'innocent dans mon propre développement intellectuel. Et mon père n'avait sans doute pas tort de dire qu'il avait un legs spirituel à nous offrir. On y reviendra, on y reviendra. Alors voilà, une journée en compagnie de mes frères métis dans la wilderness québécoise, Québec. Une nation western, une nation de cow-boys et d'indiens qui s'ignorent. Et dont Willie Lamotte reste, à mon sens, le plus bel exemple emblématique de ce que nous sommes, mais de ce que nous ne voulons pas voir. S'inventant avec trop d'emphase une généalogie européenne. Nous ne le sommes plus depuis longtemps, les Européens. Et nous n'avons pas encore assimilé tout à fait notre américanité. Nous, les proto-américains, les premiers indigènes blancs de ce continent. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, connaissez la suite.
Mon ami Fred m'a révélé que j'étais ma deuxième chaîne, alors j'ai 5 abonnés. Je ne sais pas comment je vais faire pour retrouver mes anciens abonnés. Alors, je vais finir par trouver, mais je ne sais pas quand et je ne sais pas comment. Merci, bonne journée à tous.